Donc, bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'économie monétaire. On va essayer d'expliquer la place importante de la monnaie en sciences économiques et même dans la vie quotidienne de tout chacun de parmi nous. Alors, donc, la monnaie est un élément central de la science économique. On va expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle remplit plusieurs fonctions au sein de la société. Donc, la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Donc, c'est grâce à la monnaie que des acheteurs, des vendeurs euh, peuvent échanger des biens, c'est-à-dire ceux qui vendent échangent des biens contre la monnaie de ceux qui veulent acheter à ce produit. Donc, c'est une fonction primordiale dans la société d'aujourd'hui, la fonction de intermédiaire des échanges. La monnaie, c'est aussi une réserve de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la monnaie permet à son détenteur de pouvoir reporter des achats dans le temps, dans le futur. C'est-à-dire, au lieu de se servir de la monnaie pour acheter immédiatement des biens et des services, je peux utiliser la monnaie pour acheter ultérieurement tout ce que j'aurai besoin. Donc, on dit que la monnaie est une réserve de valeur. Et en troisième lieu, la monnaie, c'est aussi une unité de compte. Donc, ça veut dire que des opérations, des biens sont évalués grâce à la monnaie. Donc, par exemple, s'il n'y avait pas la monnaie, on aurait beaucoup de mal à calculer, par exemple, le PIB marocain, le PIB des États-Unis, et même de faire de la comptabilité des agents économiques, les ménages, les entreprises, etc. Donc, la monnaie sert de mesurer la valeur des biens. Donc, on dit que la monnaie est une unité de compte. Donc, voilà ces trois fonctions résumées par le schéma suivant. Donc, unité de compte. Donc, ça permet d'exprimer les biens dans une unité commune. hein. Donc, mesurer et compter les valeurs des biens et des services. Mesurer la richesse des agents, des États, etc. Réserve de valeur. Donc, c'est permettre de différer un pouvoir d'achat, conserver la valeur, c'est que la monnaie peut être soit utilisée immédiatement pour acheter des biens, soit gardée pour le faire ultérieurement. Intermédiaire des échanges, donc c'est l'économie a remplacé le troc, parce que dans les sociétés de jadis, donc il n'y avait pas de monnaie, donc pour échanger, donc on échangeait des biens contre des biens, ce qu'on appelait le troc. Donc, c'est un instrument de transaction. Donc, voilà brièvement les trois fonctions essentielles remplies par la monnaie dans la société contemporaine. Mais c'est plus que cela, la monnaie, c'est aussi, on dit que la monnaie est une institution sociale. Sociale, pourquoi? Parce que ça rapproche les vendeurs, les acheteurs des êtres humains, dans la mesure où il permet de créer des liens entre des groupes. C'est-à-dire que celui qui achète a besoin de la monnaie pour pouvoir acheter. Et celui qui vend, ben, il récupère la monnaie en contrepartie de la cession du bien échangé. Donc, on dit que la monnaie peut être assimilée à un langage. C'est comme la langue, c'est-à-dire que c'est un moyen d'expression entre les agents économiques à l'occasion des transactions économiques entre les acheteurs et les vendeurs. Mais c'est aussi la monnaie a une fonction politique. La monnaie, c'est aussi le symbole de l'État et du pouvoir de l'État parce que les agents économiques dans un pays donné, ils sont obligés de respecter la monnaie émise par l'État. Donc, c'est une expression de l'autorité du pouvoir de l'État que les citoyens doivent respecter. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le cours légal, oblige tous les agents économiques à échanger des biens et des services contre la monnaie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de refuser de régler une transaction contre la monnaie. Donc on dit que c'est le pouvoir, le cours légal, le pouvoir de l'État à imposer la monnaie au sein de son territoire. En plus, à l'échelle internationale, par exemple, dans l'Union européenne, l'euro est devenu une monnaie communautaire, c'est-à-dire que des pays, la France, l'Allemagne et d'autres, c'est-à-dire les pays qui appartiennent
à la zone euro. Ils ont remplacé leur monnaie nationale, le franc, le mark, etc., par, par rapport par l'euro, c'est-à-dire l'euro sert de monnaie communautaire où des États, ils ont cédé à leur monnaie nationale au profit de la monnaie communautaire, justement. Donc, c'est aussi une expression des relations internationales parce que les pays de la zone euro ont constaté qu'ils ne peuvent pas fonctionner en gardant tout chacun de ses membres sa propre monnaie. Donc, c'est pour cela qu'ils ont élaboré, adopté une monnaie unique qui est l'euro. Alors, l'évolution, une rapide description de l'évolution historique de la monnaie, c'est que dans les sociétés d'autrefois, donc il n'y avait pas de monnaie, mais c'est-à-dire les agents économiques, pour s'échanger, ben, ils recouraient au troc. Le troc, c'est on échange un bien contre un autre bien, sauf que c'est une opération qui était vraiment très, très contraignante parce que le troc présente de nombreux inconvénients. C'est que le troc est confronté au problème de l'indivisibilité des biens. C'est-à-dire lorsque, par exemple, l'agriculteur cherche à troquer, je ne sais pas, son blé contre des machines, euh, c'est très difficile de trouver en fait le rapport entre les deux biens parce que, par exemple, le bien n'est pas, un des deux biens n'est pas facilement divisible en fonction de l'autre. Il y a ce qu'on appelle les risques d'avarie. L'avarie, c'est lorsque, en fait, l'attente, le temps peut générer une avarie à de la marchandise qui peut être souhaitée à troquer contre une autre. Hein. La non-coïncidence des désirs des parties échangistes, c'est que parfois, j'ai besoin d'échanger du blé contre de la viande, mais l'autre partie, celle qui possède la viande, il ne pourrait pas, par exemple, être intéressé par échanger sa viande contre mon blé. Du coup, en fait, on dit qu'il y a un problème de non-coïncidence des souhaits, des désirs des deux parties. Le temps d'attente, c'est que parfois, c'est-à-dire qu'il faut attendre un autre agent économique pour pouvoir troquer votre bien contre un autre bien désiré. Et donc, finalement, le troc représente de nombreux inconvénients. Et c'est pour cela on est passé à une étape euh, suivante, celle de ce qu'on appelle la monnaie marchandise. C'est-à-dire que dans les sociétés anciennes, par exemple chez les Chinois, chez le- 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 les Indiens, chez les pharaons, on a institué des monnaies qui servaient de monnaie marchandise. C'est-à-dire que, par exemple, le sel, le poivre, le thé, des animaux, par exemple, dans la civilisation pharaonique, donc les chats, ils étaient vraiment utilisés comme une monnaie marchandise. C'est-à-dire que vous pouvez échanger des chats contre de nombreux autres biens. Mais on a constaté que finalement, ça représente les mêmes inconvénients que pour le troc. Et du coup, on est passé à une étape un peu plus progressée, hein, à savoir la monnaie métallique. Alors, la monnaie métallique, c'est que on a frappé des monnaies qui contenues des métaux précieux, c'est-à-dire soit l'or, soit l'argent. Et donc, la valeur de cette monnaie métallique dépend de la quantité d'or ou d'argent qu'elle contient. C'est-à-dire qu'en fait, on définit une monnaie en pièces. C'est surtout, c'était des pièces métalliques en or et en argent qui définissaient respectivement, selon le poids, à la valeur de chaque monnaie. On dit qu'il y a en fait la monnaie contenue, sa valeur intrinsèque par le prix de l'or ou de l'argent qu'elle contient. Donc, chaque monnaie frappée, donc détenue, une valeur intrinsèque qui est proche ou égale à sa valeur faciale. Voilà ce qu'on a dit. Alors, les avantages, c'est qu'en fait, on a essayé d'éviter pas mal d'inconvénients du troc, c'est-à-dire que ces monnaies, en fait, euh, n'étaient plus confrontées au problème de la divisibilité, c'est qu'on pourrait produire des pièces
qui dépendait linéairement de son poids. C'est-à-dire que je peux augmenter le nombre de pièces pour atteindre la valeur recherchée de la monnaie. Donc voilà, la combinaison de plusieurs pièces permet justement d'atteindre le poids requis justement pour assurer la transaction. L'inaltérabilité, c'est que l'or et l'argent sont deux métaux précieux dans la mesure où ils représentent des qualités hein, qui leur évitent hein, les problèmes d'oxydation, de désagrégation. Et du coup, en fait, ce sont des métaux hein, qui gardent leur valeur intacte avec le temps. Malléabilité, c'est que aussi l'or et l'argent sont des pièces qu'on peut manier facilement, donc pour frapper la quantité désirée là, de la monnaie. Et du coup, en fait, il n'y a pas de problème de fabrication, hein, de frappe, d'émission de la monnaie métallique constituée en or et en argent. Et enfin, une dernière qualité présentée par ces deux métaux, à savoir la rareté, c'est qu'en fait, la quantité d'or et d'argent est limitée dans la nature, donc chose qui permet d'accorder finalement une valeur à ces pièces dans la mesure où ce ne sont pas des biens abondants dans la nature et du coup, en fait, leur rareté leur accorde une certaine valeur à l'égard des agents économiques. Sauf qu'avec l'évolution du commerce mondial, à partir du XVIIe siècle, on a constaté que les pièces métalliques ne pourraient pas faire l'affaire, c'est-à-dire répondre à tous les besoins en matière de transactions entre les agents économiques. Et du coup, il fallait réfléchir à une nouvelle forme de monnaie. Et donc, par la suite, on va assister à l'apparition de ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est ce qu'on appelle les billets de banque couramment. C'est une monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèque, hein. C'est une monnaie frappée par l'État qui n'est pas constitué forcément par de l'or et de l'argent, mais en fait, les agents économiques doivent l'accepter parce que cette monnaie est régie par ce qu'on appelle le cours légal. C'est l'État, c'est la banque centrale émettrice qui oblige les agents économiques à l'accepter. Et donc là, c'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs fiduciaire, c'est-à-dire qu'il a une valeur fictive, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur en soi, si ce n'est en fait le cours imposé par l'autorité émettrice, à savoir l'État. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à constituer de la monnaie divisionnaire des pièces, pas en or et pas en argent, et des pièces, donc c'est-à-dire les billets de banque, et donc la valeur de la pièce ou du billet n'a pas forcément, n'a aucune valeur d'ailleurs. Donc, les billets, c'est du papier, donc il n'a pas la valeur qu'il est censé contenir. Alors, avec le développement du système bancaire, on est passé à une nouvelle forme de la monnaie, à savoir la monnaie scripturale. Hein, la monnaie scripturale, euh, c'est une monnaie en fait qui naît du seul jeu, fait du jeu des transactions d'argent, hein, un compte par un simple jeu d'écriture. C'est pour cela, en fait, le qualificatif de scriptural. Donc, lorsque, par exemple, euh, je fais un ordre de virement à quelqu'un d'autre, ben, enfin, la banque qui organise l'opération crée de la monnaie scripturale. Et donc, contrairement à la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale est une monnaie créée par les établissements de crédit, c'est-à-dire par les banques. Et donc, avec le développement de l'activité et surtout du système bancaire, cette forme de la monnaie, à savoir la monnaie scripturale, représente la part la plus importante de la masse monétaire en circulation dans les sociétés développées. Donc voilà, pour résumer, donc on est passé du troc à ce qu'on appelle à une monnaie marchandise, une monnaie de référence qui sert d'élément dans l'échange, à la monnaie métallique, c'est-à-dire la monnaie en or et en argent, c'est-à-dire que les pièces contenues leur valeur en or et en argent, puis au billet de banque, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, puis, pardon, à la monnaie fiduciaire, à les billets de banque, puis à la monnaie scripturale.
Mais il y a, avec le développement toujours de l'activité économique, donc il y a une nouvelle forme qui est en train vraiment de faire une part dans les sociétés, dans les transactions, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Crypto-monnaie, vraiment, c'est une nouvelle forme de la monnaie qui est en train vraiment de percer, de prendre de plus en plus d'importance dans les agents économiques. Alors, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies virtuelles qui ne sont pas régies par l'État. C'est-à-dire que euh, c'est de la monnaie échangée sur Internet, hein, euh, mais qui n'est pas vraiment administrée, contrôlée par une banque centrale ou par une banque commerciale. Donc vraiment, c'est une forme qui échappe au contrôle de l'État et des banques, hein. Donc, il n'a pas de cours légal, donc il n'est pas imposé, c'est-à-dire qu'un agent économique qui refuse de, d'utiliser la crypto-monnaie, il a le droit parce qu'il n'y a pas de cours légal instauré, il n'y a pas d'obligation à accepter euh, la crypto-monnaie. Donc voilà, il n'est régulé par aucune institution financière, comme on l'a dit précédemment. Mais pourtant, c'est une monnaie bien sécurisée et bien transparente. Pourquoi en fait on assiste à l'émergence de cette nouvelle forme? Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'essor de la crypto-monnaie. C'est qu'en fait, de plus en plus d'agents économiques ne font plus confiance en les banques centrales et en la monnaie nationale du fait que en fait, il y a beaucoup de monnaies euh, qui sont nés de l'inflation. C'est-à-dire que c'est des billets qui n'ont pas de contrepartie. C'est-à-dire que à travers une politique monétaire, les États abusent de la création des billets, etc., qui n'ont pas de contrepartie réelle. En plus, c'est que des grandes euh, multinationales ont adopté leur propre monnaie. Donc, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc, par exemple, des multinationales, ils n'acceptent de régler les transactions effectuées avec elles que par leur propre monnaie. Facebook a sa propre monnaie. D'autres grandes multinationales ont adopté une monnaie propre. Et d'ailleurs, en fait, le développement de ces crypto-monnaies séduit à plusieurs égards que des États, par exemple le Venezuela et les îles Marshall ont adopté des crypto-monnaies. C'est-à-dire que des États, ils ont cédé la monnaie nationale au profit des crypto-monnaies. Par exemple, le Venezuela, parce que c'est un pays où le taux d'inflation est très, très, très élevé. Donc, en fait, les agents économiques de ce pays n'ont plus aucune confiance dans la monnaie nationale. Et du coup, en fait, le Venezuela a adopté une monnaie, une crypto-monnaie. Et d'ailleurs, même en fait, pendant la guerre et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour contourner les sanctions. Donc, beaucoup d'entreprises russes recourent à des crypto-monnaies, comme par exemple pour l'Iran, pour échapper aux sanctions, au boycott imposé par les États-Unis, pour ne pas euh, être pénalisé par l'interdiction des entreprises internationales de vendre ou d'acheter de l'Iran en dollars, en monnaie américaine. Donc, l'Iran vraiment recourt à des transactions en crypto-monnaie. Enfin, bref, donc plusieurs raisons qui font que les crypto-monnaies commencent à avoir vraiment la préférence, le privilège, y compris pour certains États. Donc voilà, si je cherche à faire un classement des top crypto-monnaies, on voit que par exemple le Bitcoin, c'est de loin la monnaie euh, la plus échangée entre les agents économiques à travers le monde, mais on a compté à peu près plus de 1000 crypto-monnaies en circulation. Donc ça veut dire que vraiment, c'est une monnaie qui est vraiment en vente. Alors, toujours dans cette section sur la généralité, il y a ce qu'on appelle la masse monétaire, hein, et les agrégats monétaires. C'est que dans une comptabilité monétaire, on a instauré des agrégats. Par exemple, si je fais référence à la comptabilité monétaire du Maroc, on distingue entre trois agrégats
monétaire. Il y a ce qu'on appelle le M1, hein, et qui regroupe le total des pièces et billets en circulation et les dépôts bancaires à vue. Ce qu'on appelle, c'est la liquidité finalement. C'est les pièces, les billets en circulation et les dépôts bancaires à vue, hein, ce qu'on appelle les comptes courants. En plus, il y a M2. M2, c'est M1, c'est-à-dire ce qui a précédé, plus hein, ce qu'on appelle les crédits à court terme, et qui concerne principalement les comptes sur livret, ainsi que les divers dépôts à terme inférieurs à 2 ans. Et enfin, il y a M3 qui regroupe, en plus des éléments de M1 et de M2, tout ce qu'on appelle euh, les, les OPCVM monétaires. Hein. Donc, ce sont des titres constitués euh, par les titres échangés sur ce qu'on appelle le marché monétaire. On aura l'occasion de les expliquer dans le détail lorsqu'on va aborder le chapitre sur le marché monétaire. Alors, donc, deux critères justement de classification de ces trois agrégats M1, M2, M3. On a dit que c'est le degré de liquidité, c'est-à-dire que M1 contient que les éléments vraiment très, très, très liquides. Donc, par exemple, M1, c'est plus liquide que M2 et M2 est plus liquide que M3. Donc, voilà, c'est un résumé de la masse monétaire en circulation au Maroc. C'est un tableau euh, émanant de Banque Maghrib, hein, l'institution émettrice. Donc, voilà, par exemple, on voit que, par exemple, euh, la masse monétaire en circulation dépasse le 1770 milliards de dirhams, hein, donc soit une augmentation de 4,4% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, il y a les principales contreparties. Donc de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Merci.